Les amis, je crois bien que c'est la fin du Bitcoin, même la fin du monde. Il n'y a plus rien qui va dans ce monde, tout va s'effondrer. On va en parler dans la vidéo. Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse. J'espère que vous portez tous très bien. Moi ça va impeccable. Alors non, ce n'est pas vraiment la fin du monde, j'ai mis un petit peu de sensationnel là pour le début de la vidéo. Mais on a quand même une map qui est toujours dans le rouge, un Bitcoin à 21 200 $, un Ether à 1100 $, moins 7%. Et surtout aujourd'hui très important, on a la conférence de la Fed, donc la banque centrale américaine. Pas mal de choses importantes à dire au cours de cette conférence qui sont attendues par le marché. On va débriefer tout ça dans la vidéo. On va aussi parler d'économie, de Bitcoin et inflation. Vraiment des choses très intéressantes au cœur de la vidéo. Je vais aussi vous présenter un projet et vous parler aussi des achats que j'ai fait sur le marché crypto hier dans la journée. Donc vraiment on a un gros programme aujourd'hui. S'il te plaît, n'hésite pas tout de suite pour soutenir la chaîne à mettre un gros pouce bleu, un petit commentaire et t'abonner à tous les réseaux sociaux qui sont en barre de description. Et on va débuter avec le point classique sur le Fear and Greed. Aujourd'hui, nous sommes donc sur le niveau 7. Donc on baisse encore un petit peu comparé à hier, on était sur le niveau 8. Vous le voyez, donc toujours dans cette zone où on a extrêmement peur. Et c'est pas prêt de remonter, hein. Tant que le Bitcoin ne remontera pas, de toute façon, le sentiment ne risque pas de s'améliorer. Ou alors les gens seront complètement devenus fous et complètement résignés. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Au niveau des liquidations, on a seulement 241 millions en 24 heures. Mais je tenais quand même à préciser que, regardez, hier, on a eu quand même beaucoup de liquidations de short finalement, plus que de long. On a eu 311 millions de liquidations de short pour 269 millions de liquidation de long. Donc il y a pas mal de personnes qui sont mis directement contre la remontée du BTC, puisqu'il a quand même fait un joli petit rebond hier. Je vous en parlais durant la vidéo. Hop, on va se mettre tout de suite au niveau du Bitcoin. Ah, mais on est déjà de retour en fait sur le point bas qu'il a effectué hier. Je ne m'étais pas rendu compte finalement en live sur la vidéo. Donc là, 20 800, on est remonté jusqu'à au-dessus de 23 000. Et là, globalement, nous sommes en train de redescendre, tester ce précédent bas. Je pense que le petit tour sous les 20 000 $, a quand même pas mal de chances d'arriver. Comme promis hier dans la vidéo, je suis allé faire mes petits achats pour mon portefeuille long terme personnel. Attention, je ne parle pas du Road to 10K. Là d'ailleurs, le Road to 10K, je dois vous tourner une vidéo pour faire une petite update sur le challenge. Mais à chaque fois, il y a trop d'actualité. Du coup, la vidéo passe un petit peu à la trappe. Mais elle arrive, j'ai pas oublié le Road to 10K. Juste, voilà, j'ai pas le temps de tourner la vidéo. Du coup, sur mon portefeuille personnel, je disais, j'ai acheté pour 2-3% de mes stables. Donc de l'Ether et un petit peu d'IGLD. Parce que comme je vous l'ai dit hier, il réagissait plutôt bien au niveau de la baisse et de la reprise. En fait, il reprenait avec beaucoup de force, donc ça m'intéressait pour me positionner dessus. Je tiens aussi à préciser que finalement, parce que je pense que vous allez vous poser la question, j'avais quand même pas mal de stables actuellement sur la partie de mon portefeuille, puisque ça représentait environ 40%. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait, tu nous as pas prévenu, c'est pas normal, tu fais ça en cachette. Pas du tout, c'est juste que j'avais bien 20-25% de stables, mais avec la baisse qu'on vient de se taper, forcément en fait vos stables, ils prennent plus de place dans votre portefeuille, puisque les autres actifs prennent eux beaucoup moins de valeur contre le dollar. Donc c'est totalement normal, donc je me retrouve avec 40% de stables dans mon portefeuille. Donc là j'ai payé juste de 3% et la prochaine zone qui m'intéresse c'est donc sous les 20 000 $, où là je vais renvoyer à mon avis une plus grosse cartouche. J'ai déjà positionné des ordres notamment pour encore acheter de l'ETH aux alentours des 900 $ il me semble. Donc voilà, vous avez un petit peu mon plan, mais comme je l'ai dit hier dans la vidéo, je vais pas forcément me précipiter sur cette zone-ci, parce que clairement déjà de une, tout le monde pense que c'est l'opportunité d'une vie, et aussi au niveau de la situation économique, je pense qu'elle est assez dramatique, et ce n'est pas juste du fun en fait. Donc pour l'instant je préfère rester en stand-by, et clairement même au niveau de l'analyse technique, là pour le coup depuis que le mensuel est devenu baissier, et je vous l'avais dit, hein, pour moi tant que le mensuel ne devenait pas baissier, j'avais pas de raison tant de m'inquiéter que ça, et j'étais plutôt bullish et j'espérais un nouveau sommet historique. Mais depuis que le mensuel est baissier, non, je change mon plan et je suis beaucoup moins comment dire, j'ai beaucoup plus peur de prendre des risques, on va dire, parce que la tendance n'est pas derrière moi, la tendance de fond n'est pas haussière. Donc là maintenant clairement j'attends mes structures. Il suffit de regarder par exemple l'Ether, vous voyez le graphique, ça donne pas du tout envie d'acheter, c'est ultra baissier, et on ne sait pas où ça va s'arrêter en fait. C'est comme finalement se mettre en short contre une grosse montée comme ça. Non, vous faites pas ça. Là c'est exactement la même chose. Donc certes je fais des petits achats par-ci par-là vraiment en portefeuille long terme et sur des niveaux que je vais trouver intéressants, notamment celui que j'ai identifié en vert ici, ou l'ancien ATH, c'est pour ça que je l'ai fait, mais j'y vais pas à fond, parce que de un, fondamentalement je me méfie énormément de la situation économique, et on va en reparler notamment avec la conférence de la Fed
Aid qui doit avoir lieu aujourd'hui. Et deuxième point aussi parce que le graphique ne m'invite pas à me positionner. Il faut attendre des structures, c'est pas de l'investissement, c'est pas du 1 heure, c'est pas du 4 heures, c'est de l'hebdomadaire. Et en hebdomadaire, donc on est dans le droit d'attendre au minimum une consolidation, au minimum un W, voilà, des choses comme ça où le cours se calme et nous donne une structure pour se positionner. Et c'est là où j'enverrai la plus grosse partie de mon capital. Allez, on va s'éloigner quelques petites minutes de cette ambiance un petit peu morose qu'il y a actuellement sur les marchés et je vais vous présenter un projet qui se veut basé sur une économie saine, vraiment un modèle sain lié au monde du sport. Donc pareil, là aussi on est plutôt dans des choses assez saines. Il s'agit d'un Move to Earn qui veut clairement révolutionner ce nouveau concept, donc de bouger tout en gagnant de l'argent. Je vous parle de ça tout de suite. Alors, le projet s'appelle Movin. Et qu'est-ce que Movin? C'est tout simplement une super app. Une super app, ça consiste en fait à mettre à l'intérieur de l'application, parce que pour le coup, ça sera une application mobile que vous pourrez directement télécharger puisqu'elle est déjà disponible. Il y aura tous les liens en description. Donc, dans la super app, vous allez retrouver en fait tous vos Move to Earn qui évidemment signeront un partenariat avec Movin. Donc en fait, vous avez la super app Movin et à l'intérieur, vous avez plein de petites applications Move to Earn où vous allez pouvoir jouer à différents sports. Différents studios pourront éditer leurs jeux, créer leurs jeux dans Movin, vous le proposez et en fait se greffer à l'économie que veut développer Movin via son token, le MOV. La force de Movin, ça va clairement être sa super app, puisque via la super app, vous allez pouvoir développer des mini-apps, n'importe qui, vous et moi, des associations, des fédérations sportives, des entreprises, donc des marques. Tout le monde va pouvoir venir développer sa super app et la caler directement dans l'économie de Movin. Et on peut notamment penser à ce que derrière, ça crée du e-commerce. Vous allez pouvoir faire de la réservation de cours, réservation de leçons sportives, des jeux, des NFT, des marques du coup intégrées directement dans Movin en tant que mini-app. Donc vraiment, ça ouvre une économie en fait autour de tout ça assez énormissime et c'est clairement un des points forts de Movin et du coup ça donne énormément aussi de valeur au token MOV puisque par exemple le token MOV sera utile pour réserver les cours, acheter les NFT, acheter du matériel sportif, vraiment ça sera le token en fait de cette économie. Alors au niveau de la team et des partenariats, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très très lourd et il y a donc beaucoup de noms à citer. Je ne vais pas tous les citer, sinon la vidéo va durer des heures. Je vais vous citer le principal, les deux CIO, donc Pierre-Emmanuel Caza, qui a un CV très très long, je vous l'afficherai aussi à l'écran. Mais moi, ce que je vais retenir, c'est surtout son expérience dans le monde du sport, puisque c'est un ancien joueur classé à l'ATP. Donc l'ATP, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le classement professionnel pour le tennis. J'ai fait 15 ans de tennis, enfin même plus, j'ai été classé 15, donc moi ça me parle énormément. Il a été ancien manager chez Aid, une des plus grosses marques de tennis équipementier. Donc voilà, il a vraiment un CV, il connaît très très bien le domaine. On a l'autre cofondateur qui s'appelle Pedro Pérez et lui qui a géré des projets de télécommunication de plus de 10 millions de dollars pour Telefónica Movistar. Donc là pareil, on est sur quelqu'un qui va connaître plus l'aspect business. Donc c'est très important d'avoir les deux parties je pense. Et même pour Pierre-Emmanuel Caza, voilà, l'aspect business je pense qu'il l'a aussi un petit peu. Et après au niveau de tout ce qui va être ambassadeur, là aussi on a du très très lourd puisqu'on a David Goffin, on a Caroline Garcia, Fabio Fognini, on a beaucoup de joueurs de tennis forcément parce que voilà, avec Emmanuel Caza qui a été ancien joueur classé à l'ATP, forcément il a dû se faire quelques petits contacts. Mais on a aussi des joueurs, des cyclistes comme Carlos Sastre, on a aussi Cafu, des gros joueurs de football. Donc vraiment une liste énorme, je vous afficherai tout ça à l'écran, mais clairement le projet est vraiment soutenu par le monde du sport. Au niveau des partenariats, je vais vous afficher aussi la liste à l'écran, je vais pas tous les citer parce que sinon on va y rester pendant 3 heures, mais moi je vais m'attarder sur celui-ci, donc la National Tennis Cup. Pourquoi je m'attarde sur lui? Parce que déjà ça me touche, c'est directement lié au tennis et j'ai déjà participé en fait à cette National Tennis Cup il y a de ça quelques années puisque c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. En gros c'est un tournoi de tennis amateur, c'est le plus gros tournoi de tennis amateur développé par la Fédération Française de Tennis, donc c'est vraiment quelque chose d'officiel et là ils ont choisi Movin pour continuer leur développement. Donc vous allez retrouver directement sur l'application la National Tennis Cup, donc vous pouvez aller le voir, là c'est déjà disponible, vous cliquez sur l'appli, vous téléchargez l'application et vous pouvez aller directement sur cette application donc de la National Tennis Cup. Donc vraiment vous voyez il y a directement un lien avec l'économie réelle et c'est ça vraiment toute la force du projet Movin. Au niveau des échéances à venir sur Movin et les actions que vous allez pouvoir réaliser pour participer au projet, tout d'abord télécharger l'application. En passant par mon lien, vous allez recevoir 5 MOV, donc le token de la plateforme. En parlant du MOV, c'est aussi quelque chose de très important.
Il est déjà disponible à l'achat en private sale. Il y a eu déjà 2 phases. Là, nous sommes à la 3e phase depuis hier. Elle va durer jusqu'au 30 juin et le token est listé à un prix de 0,10 $. Donc, si vous voulez vous en procurer, vous pouvez passer aussi, vous avez les liens pareil en description. Vous pouvez soit acheter directement en carte bancaire ou soit acheter, vu qu'on est dans la crypto, évidemment en crypto-monnaie. Ensuite, il y aura une public sale qui sera boostée par des launchpads. Donc ça sera après le 30 juin. Donc là, vous avez en gros jusqu'au 30 juin pour bénéficier d'un token à 0,10 $. Et ensuite, il sera vendu à 0,15 $. Donc déjà, en théorie, si tout se passe bien, je pense que le token devrait être sold out parce qu'évidemment, il n'y a pas 1 milliard de tokens à vendre. Tout est bien défini par la tokenomics que je vous afficherai aussi à l'écran. Ou alors, je vous invite aussi à lire le white paper. Très important, faites vos propres recherches. Toujours parce que là, j'essaie d'être synthétique évidemment pour la vidéo. Je ne veux pas qu'elle dure une demi-heure. Donc forcément, je ne donne pas toutes les informations, donc c'est bien à vous d'ailleurs d'aller aussi faire vos recherches, mais en tout cas pour ce qui est du token, il est à 0,10 $ actuellement et vous pouvez donc vous en procurer. Mais bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'aller acheter des tokens, vous pouvez commencer à jouer sans acheter de tokens et c'est ça qui est très fort sur Movin comparé à Stepn notamment où il y a une énorme barrière à l'entrée puisque finalement vous ne pouvez pas jouer à Stepn sans acheter une chaussure. Donc là vous pouvez aller directement commencer à jouer, donc n'hésitez pas à tester, faites gaffe, l'application n'en est qu'au début donc évidemment il n'y a pas énormément de mini-apps, c'est vraiment que le début mais la roadmap est bien remplie. Et moi personnellement j'attends ça avec beaucoup d'impatience, voir comment ils vont se développer. Je tiens aussi à vous notifier qu'ils m'ont pas mal dit d'insister sur le Telegram parce que il y a une grosse communauté dessus, donc n'hésitez pas à aller le rejoindre, comme ça vous pouvez échanger et c'est un Telegram en français donc c'est plus agréable pour nous qui ne maîtrisons pas très bien l'anglais des fois. Au moins là on échange en français tranquillement, vous pouvez directement poser des questions à la communauté si vous en avez. Allez, on passe maintenant à l'analyse technique du Bitcoin. Donc au niveau de l'hebdomadaire, on va se remettre un petit peu les niveaux clés. Là, on a clairement comme support potentiel l'ATH de 2017. On a travaillé un petit peu le prix ici au niveau du breakout de 2020 et l'ATH du coup de 2017. Maintenant, si jamais on vient à perdre ce niveau-ci, vous voyez bien qu'en dessous, il y a rien. Il y a une petite zone ici de creux. Si je vous mets le volume profile, ça va être la même chose. Vous voyez ici, on travaille un creux dans le volume profile. Et la prochaine zone où on a vraiment du volume qui a été travaillé, c'est celle qui commence à partir de 13 000 $. Donc clairement, voilà, je ne veux pas affoler les gens, mais si on n'a pas cette zone qui tient, je pense vraiment qu'on peut aller très très vite rechercher les 13 000, 14 000 $ sur le BTC. En plus de ça, vous verrez, je pense que je vous en parlerai dans les news juste après, mais il y a vraiment un potentiel à aller chercher les 13 000 $, que ce soit au niveau de liquidation de la DeFi et des géants, enfin des anciens géants, tout ce qui était Celsius, les grosses plateformes. Il y a beaucoup de gros acteurs du marché qui peuvent se faire liquider aux alentours de ces prix-là. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Et même au niveau de la situation économique et des échéances qui peuvent arriver, et aussi au niveau du cours, que ce soit des indices américains que je vous ai parlé, dont je vous ai parlé hier. Hop, je vais retirer le VPVR ici, je vais vous montrer très rapidement le SPX, après on conclura sur le BTC. Hop. Donc normalement, voilà, vous voyez, si ce support weekly qui est vraiment en train d'être beaucoup travaillé maintenant lâche, on a une accélération potentielle de 10-15% derrière. Faut pas s'étonner derrière que le Bitcoin revienne aux alentours des 14 000, 15 000, 13 000 $. Clairement, avec toutes les liquidations qu'on a en plus sur nos têtes, je pense que vraiment, on peut très très vite voir un Bitcoin revenir sur ces niveaux de prix. Clairement, là, le momentum est extrêmement baissier. Donc quand on a de l'euphorie à la hausse, ça monte très très vite. Mais en fait, l'euphorie, ça marche dans les deux sens. Et je dirais même mieux, ça marche encore plus dans la baisse parce que ça crée encore plus cet élan de panique. C'est encore plus simple de vendre, c'est encore plus simple de faire des liquidations. Donc vraiment, on peut se retrouver très très vite à la baisse. Donc c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, je reste en stand-by. Certes, je rachète un petit peu parce que c'est des zones que j'ai jugées auparavant très très intéressantes, mais je me méfie et je vais clairement attendre les structures pour me positionner vraiment sur de l'investissement plus long terme parce que clairement la situation là, on ne sait pas où le cours peut s'arrêter et c'est clairement ce qu'il y a à comprendre je pense actuellement. Au niveau des volumes, là nous sommes sur le daily, on a encore une journée avec des volumes intéressants hier. Clairement, si on passe sous les 19 000, les 20 000, 19 000 $, on aura encore plus de volume, je pense. Donc, on pourra avoir un semblant clairement de capitulation. Je vous ai dit clairement ce que j'attends aussi pour avoir une vraie capitulation, c'est beaucoup de volume. Vous voyez ici, à chaque fois qu'on a posé des bottoms, on a eu extrêmement de volume qui sont apparus. Donc, j'attends la même chose. Là, ça a commencé un petit peu, mais si on pouvait avoir un pic au moins de cette ampleur-là, là, on pourra se dire au moins on a touché quelque chose d'intéressant et potentiellement les bitcoins sont passés des mains faibles à de nouvelles mains fortes. Au niveau du très court terme, évidemment la tendance est d'aller faire un nouveau point bas. Le point bas actuellement est à 20 800, 20 700 à peu près. Donc là on vient de le retest.
Donc peut-être qu'on marquera un double bottom, mais ça c'est uniquement des peut-être et les probabilités ne vont pas dans ce sens. Donc attention, clairement on peut venir chercher beaucoup plus bas sur le BTC. Là je suis en 1 heure, on a identifié ce niveau des 22 700 $ qui a fait office de résistance. On a tapé une fois dessus, une deuxième fois, on est venu rechercher un niveau de support qu'on a break, qu'on a validé en résistance maintenant, et là hop on est en train de s'effondrer. Peut-être que les acheteurs qui ont acheté ici vont réussir à défendre le cours, mais personnellement je n'y crois pas trop. Hormis si ce qui va se passer notamment cet après-midi avec la conférence de la Fed, enfin plutôt ce soir, est positif. Si on a des bonnes nouvelles, peut-être que ça marchera comme un catalyseur haussier et que du coup ce creux sera préservé. Mais honnêtement le scénario que je favorise là actuellement, c'est clairement une accélération plutôt à la baisse au niveau du très court terme, avant de, comme je vous l'avais dit hier, d'avoir quand même un mouvement au niveau du moyen terme de relâchement. Au final, ce sera juste un mouvement, quand vous tirez fort sur un élastique dans un sens, forcément vous avez l'effet inverse qui se produit derrière. C'est à ça que je m'attends, un petit rebond technique haussier qui prendra un petit peu de cours de tout le monde, mais le fond restera quand même plutôt baissier. Allez, on va s'attaquer maintenant au gros du sujet, c'est la conférence de la Fed, donc la Banque Centrale Américaine, qui aura lieu ce soir aux alentours de 20h. S'ils n'ont pas changé leurs horaires, c'est toujours aux alentours de 20h les FOMC. Donc, qu'est-ce qui est attendu ce soir? Principalement, c'est la hausse des taux, notamment une hausse des taux qui devrait normalement avoir lieu de 50 points, donc 0,5%. Mais là, vous le voyez ici avec ce graphique, en fait, le marché price une annonce des hausses de taux de 75 points. Donc ils price déjà une annonce inédite finalement de Jérôme Powell, qui est le président de la Fed, puisqu'il avait dit qu'il monterait de 50, et eux ils disent qu'il va monter, il va annoncer ce soir de 75 points. Donc si jamais Jérôme Powell annonce bien que la Fed augmente ses taux de 75 points, je pense que c'est le scénario le plus optimiste, puisque le marché aura déjà pricé ça. Donc en théorie, derrière on devrait avoir plutôt une phase de détente. Et aussi, il faudra que dans ses propos, il soit plutôt pas alarmant, parce que s'il est alarmant, ça aussi, ça pourra inquiéter le marché. Mais s'il annonce 75 points de hausse et qu'il n'est pas trop alarmant, en théorie, on devrait quand même avoir une détente derrière qui se met en place et des marchés risqués qui peuvent remonter. Si jamais il annonce, et je vois beaucoup circuler ça en ce moment, qu'il pourrait annoncer 100 points de hausse et non pas 75 points, là pour le coup, ça pourrait être beaucoup plus dramatique et on pourrait avoir cette fameuse dernière vague de baisse là qui nous entraînerait notamment le Bitcoin aux alentours des 14 000 $. Maintenant, j'aimerais revenir sur un point un peu plus lié à la situation économique et aussi toujours lié un petit peu à cette hausse des taux. Déjà, on va commencer par le tweet du président Biden qui dit clairement que lui, il veut se concentrer sur avoir une économie saine pour tout le monde. Et je pense que quand il dit pour tout le monde, il s'entend bien, il envoie un message clair aux grands fonds d'investissement, aux financiers, qu'il n'hésitera pas à dégonfler la bulle des actifs risqués pour sauver l'économie américaine. Donc voilà, ça c'est déjà le premier message. Et comme nous dit Maxime ici, quand on disait que l'arbitrage du gouvernement semble plutôt de préférer risquer la récession et puis purger le trop-plein financier plutôt qu'une inflation qui déraille. Donc clairement, ils veulent contrer l'inflation, c'est le but là du gouvernement américain. Donc il faut le garder en tête ça, il ne faut pas se dire c'est uniquement du FUD, parce que je vois beaucoup de personnes qui se disent c'est uniquement du FUD, c'est pas vrai, patati patata, mais si, c'est clairement vrai, l'inflation elle est bien là, et il va falloir la contrer, et ça va impliquer des choses, et notamment ce graphique hier que j'ai publié sur Twitter, enfin ce graphique, ce mème plutôt, parce que j'ai eu quelques commentaires hier, et je le vois de plus en plus tourner, qui me disent ouais mais t'inquiète pas, le Bitcoin ça protège de l'inflation. Je suis désolé de vous le dire, mais actuellement non, ça ne protège pas de l'inflation. Quand tu regardes le cours du Bitcoin, on est en train de se casser la gueule alors que l'inflation est galopante. Donc je sais bien que le Bitcoin a été conçu pour des situations comme celle-ci, mais actuellement on est obligé de le constater, et vraiment c'est ça que j'insiste sur ce point, on le constate, c'est pas des rêves, c'est pas des illusions, on n'est pas en train de rêver que le Bitcoin nous protège, non, il ne le fait pas. Donc pour le moment, tant qu'il ne le fait pas, je vois pas pourquoi je changerai de fusil d'épaule et j'irai faire all-in sur le Bitcoin avant tout le monde, parce que c'est extrêmement risqué. Bien sûr que j'aimerais que le Bitcoin protège de l'inflation, mais pour le moment c'est pas le cas, donc j'attends des signaux, j'attends de voir sur le prix que ça se calme, et là petit à petit, ok, je remettrai beaucoup plus de mon argent sur le Bitcoin. Mais pour le moment c'est hyper risqué de faire ce pari-ci, puisque ce n'est pas du tout le cas. Le Bitcoin c'est même l'inverse, c'est un des actifs qui est le plus délaissé pendant ces périodes où on a de l'inflation, où l'économie est en berne, parce que les gens, en vrai ça se comprend, qui va garder du Bitcoin alors que ils ne peuvent pas payer ses courses ou payer son loyer? Non, on repasse en cash,
on repasse sur des choses plus tangibles, sur de l'or physique, sur des matières premières peut-être aussi, mais en aucun cas, les financiers vont se diriger vers du Bitcoin. Donc ça, vraiment, c'est un point que j'aimerais comprendre. Je suis pas du tout un hater du Bitcoin, hein, sinon je ne serais pas là, mais il faut constater, il faut rester lucide. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Le Bitcoin ne protège pas du tout de l'inflation, et ce que nous dit aussi Laetitia Bond, c'est très intéressant. La réalité, c'est qu'on n'a pas d'historique pour évaluer le Bitcoin avec à la fois un taux d'inflation élevé, un dollar aussi élevé et des taux fortement en tendance haussière. On a vraiment 3 gros paramètres qui peuvent vraiment influencer les marchés financiers qui sont en train d'être évolués. Depuis la création du Bitcoin, il n'était pas dans ces paramètres-ci. Donc clairement, il faut le prendre en compte, ça aussi. Moi, je pense vraiment qu'il faut le prendre en compte. Et c'est pour ça que actuellement, j'attends de voir que tout ça se calme un petit peu pour pouvoir racheter beaucoup plus sereinement du Bitcoin et me réexposer à des actifs beaucoup plus risqués. Parce que là, l'ambiance n'est pas du tout à se risquer sur des actifs risqués. Et enfin, on va conclure avec tout ce qui se passe un petit peu dans le marché crypto, mais de manière plutôt négative, puisque c'est tous les phénomènes de liquidation. Et un des plus gros, c'est Celsius, qui a encore des emprunts et qui peut potentiellement se faire liquider. Là, on parle notamment sur le protocole MakerDAO. Il a un emprunt qui peut se faire liquider aux alentours de maintenant 16 800 $. Il me semble que ça a encore baissé. Donc, je vous parlais de 14 000 $. Il me semble que ça a baissé à 14 000 $. J'ai vu le tout passer après. En fait, il redépose en fait du Bitcoin en collatéral pour faire baisser le prix de liquidation, mais vraiment moi je trouve ça assez effrayant. On dirait vraiment qu'ils sont en train de paniquer, de lutter contre quelque chose qui va, j'ai l'impression, indéniablement arriver. Donc ça fait vraiment flipper. De l'autre côté, en plus de ça, on a notre très cher ami Justin Sun du projet TRX là. Je vous en avais parlé ça aussi, que son truc là de son stablecoin à 20% APY, ça craignait pas mal et ça sentait le roussi. Et regardez ce qui est en train de se passer sur l'USDD contre le Tether. On est en train d'assister à un nouveau DPEG, donc 0,96. Depuis 3 jours maintenant, il n'arrive plus à arriver au PEG, donc c'est-à-dire à valoir un USDD est égal à un UST. Donc c'est assez un UST. Un US, un USD, tout simplement. Un UST, ça n'existe plus. Enfin, si ça existe, mais ça ne vaut plus rien. Donc voilà, un USDD, un USD, un dollar américain, quoi. Donc ça aussi, attention à cette petite bombe à retardement. Hop, je vais vous mettre le graphique du TRX parce que le TRX aussi est en train de prendre cher, regardez forcément, puisqu'il me semble qu'il est en train de vendre du TRX au marché pour justement renflouer les caisses de son USDD. Donc forcément ça crée une pression baissière et en plus des gens sont en train de shorter. On est déjà sur un moins 50% en l'espace de quelques jours, donc attention à ça aussi. Ça pèse un petit peu sur le marché, même si on n'est pas du tout sur les mêmes proportions que Terra Luna, mais de toute façon ça ne causera pas du bien au marché crypto. On aura encore tous les haters, tous les médias, tous les régulateurs qui vont nous tomber dessus parce que ces personnes ont fait finalement des conneries. Donc voilà, je vais pas plus remuer le couteau dans la plaie. Il y a beaucoup de news comme ça bearish qui passent, mais de toute façon elles se ressemblent tous plus ou moins. Je pourrais aussi vous parler de toutes les entreprises crypto qui sont en train de licencier énormément. Hier, on a encore eu Coinbase qui a annoncé qu'elle licenciait 18% de ses employés. Donc, c'est-à-dire que ça représente 1100 employés qui pourraient se retrouver sans emploi parce que le marché crypto s'effondre. Et du coup, les entreprises comme Coinbase qui, au final, vivent sur les volumes de trading, les volumes d'échange sur son échange. Et pendant les bear markets, forcément, il y a moins de volume d'échange parce qu'il y a moins de personnes. Et donc, il y a moins de revenus. Donc, ils préparent ce bear market en licenciant. Je trouve que ça fait bizarre le mot. Bon, bref, vous m'avez compris. Du coup, forcément, ils sont en train de prévoir moins d'employés pour pouvoir rester solvables et pouvoir tenir le bear market. Mais c'est assez effrayant parce que tout vraiment se passe en même temps, très condensé, et ça crée vraiment un vent de panique. Donc c'est pour ça, il faut prendre du recul, je pense, les amis, ne pas se précipiter, attendre que tout ça se calme, et voilà, attendre que tout ça devienne plus sain, et reparte beaucoup plus tard quand les fondamentaux, qui sont toujours finalement très bons, en Bitcoin, ces fondamentaux n'ont pas changé, mais on a eu en fait un excès de spéculation, je pense, sur le marché crypto, et ça, il faut forcément l'assainir avant de repartir très probablement pour une nouvelle bulle et un nouveau cycle haussier, en tout cas vraiment, je l'espère. Voilà les amis pour la vidéo, j'espère que ça aura été assez clair, que vous avez un petit peu compris la situation, ou du moins mon point de vue, faites bien vos recherches, j'expose uniquement mon point de vue dans les vidéos, ça faut bien le comprendre. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, à demain, prenez soin de vous, allez, ciao ciao.